Bonjour et bienvenue à un nouveau métier, le rendez-vous de la Méditerranée en webinaire avec nos 21 radios de service public pour fêter ou du moins pour s'interroger sur le rôle de la radio et de la paix. Nous sommes ensemble avec notre invité, le directeur général de l'information et de la communication de l'UNESCO, M. Tafik Gelazi, et puis direction tout de suite le Caire avec Dina Abdelmeghi. Et nous aurons aussi, en tant que journaliste, notre confrère de Radio France, Jérôme Sousti. La voix n'est pas bonne du tout. Jérôme? Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Tafik Gelassi. On va peut-être vous présenter tout d'abord, comme cela vient d'être dit. Vous êtes en charge à l'UNESCO de la communication et de l'information. C'est notre pain quotidien, nous autres radios notamment de la Méditerranée. Quand on regarde votre parcours, vous êtes passé par des universités éminentes aux États-Unis, mais aussi à Paris pour toujours se spécialiser dans cette notion d'organisation, de l'information, de la communication. Et c'est votre grande préoccupation aujourd'hui, la qualité d'information. Vous avez été aussi, notons-le, ministre en Tunisie de 2014 à 2015. Bien sûr, là, pour l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, mais aussi l'information et la communication. Tafik Gelassi, j'ai envie de vous poser la première question, puisqu'on parle de ce qui est notre environnement à nous tous. Cette Méditerranée, c'est une Méditerranée qui est en difficulté, mais qui est en recherche de multiples solutions. La Méditerranée dans une impasse, diront certains, pourtant une Méditerranée avec tellement d'avenir devant elle. Quelle est votre préoccupation ou votre définition, dirons-nous, de ce qu'est la Méditerranée? Tout d'abord, bonjour à vous et à vos auditeurs. Pour moi, la Méditerranée, des fois, il y a un terme qui me vient à l'esprit qui unit tous les peuples de la Méditerranée du nord au sud, la civilisation de l'olivier. Et ce que l'olivier représente comme arbre millénaire, comme symbole de paix. On dit, on tend une branche d'olivier symbolisant la paix, la réconciliation, l'amitié entre les peuples malgré des histoires, des langues, des civilisations et des cultures différentes. Donc, cet espace méditerranéen nous unit, comme je le disais, mais aussi il représente beaucoup d'enjeux. L'instabilité politique dans certaines parties de la Méditerranée, des crises économiques partagées, mais à des degrés différents, des fois des difficultés concernant la liberté de la presse, la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information, l'égalité des genres entre hommes et femmes. Je ne dis pas que ce sont des enjeux qu'on trouve uniquement autour de la Méditerranée, ils vont au-delà, ils sont mondiaux. Mais lorsqu'on a plusieurs enjeux avec une certaine acuité, évidemment, on dit que cette mer Méditerranée, elle a beaucoup de potentiel, elle présente l'avenir et on veut vraiment voir l'espoir en disant l'avenir. Mais aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de difficultés sociétales, économiques, politiques, mais aussi de droits de l'homme. Lorsque je parle de liberté d'expression et de la liberté de la presse, ce sont les fondements des droits de l'homme. Et ils sont cités évidemment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on fête le 75e anniversaire. Voilà en 2 mots ce que le mot Méditerranée me dit. Mais quel bel espace et quelle belle civilisation et culture sont tout autour de cette Méditerranée. Alors, le 13 février, on est un peu dans ce cadre-là, on fêtera la Journée mondiale de la radio. Ça existe depuis 2011 et puis l'Assemblée générale des Nations unies l'a conforté en 2012 comme étant une journée internationale. L'UNESCO a été fondée sur des fonds baptismaux qui venaient de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en temps
ou on s'inquiète d'une nouvelle guerre mondiale, peut-être, c'est ce que l'on entend. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre partition à jouer aujourd'hui encore pour la paix? Je le pense. Oui, vous avez tout à fait raison en disant que l'UNESCO a été créé il y a maintenant 76 ans, juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec un mandat constitutionnel de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Évidemment, on n'y est pas encore. Le chemin reste long. C'est notre mission de construire la paix à travers nos programmes d'éducation, de culture, nos programmes de sciences, ce qu'on fait sur l'information, sur la communication. Certains appellent ça la soft power. Oui, c'est la soft power. Mais justement, comme il y a power dans cette expression, je crois que cette puissance par les idées, par les mots, par les images, par les formations, par la culture, je crois que cette puissance, elle est peut-être même plus puissante et plus pérenne que le bruit des armes et l'action militaire. Et donc, on peut contribuer à cette construction de la paix qui est dans notre fondement constitutionnel, comme je disais. Et lorsqu'on parle de la radio, vous avez cité la journée mondiale de la radio qu'on célèbre. L'UNESCO a ce mandat de promouvoir le flux de l'information par les mots et l'image. Évidemment, les mots, c'est le son, c'est la radio. Les images, c'est tout ce qui est chaîne télévisuelle, c'est tout ce qui est vidéo. Aujourd'hui, évidemment, on arrive aux réseaux numériques, aux plateformes, qui elles, évidemment, c'est aussi les mots, les images, les vidéos. Et donc, comment peut-on promouvoir le flux de ces données qui est entre les peuples pour une meilleure compréhension, pour une meilleure entente? Et la radio, évidemment, et vous savez, le thème de cette année, c'est Radio et paix. La radio peut contribuer significativement à la paix ou à la résolution de conflits ou à une meilleure entente entre les peuples. Dina? Alors, Monsieur Tawfiq Jelassi, les craintes d'une nouvelle guerre mondiale sont là et la dernière guerre mondiale ayant été à l'origine de la création de l'UNESCO. N'y a-t-il pas pour votre organisation une autre partition à jouer pour la paix? Écoutez, une autre partition à jouer pour la paix, oui. Comme je disais, je parlais de cette soft power. Et en fait, cette expression ne vient pas de moi. Sans le citer, j'ai récemment rencontré un haut responsable d'une organisation internationale qui agit notamment par la hard power. Elle me disait, Monsieur Jelassi, on a besoin de vous, l'UNESCO, pour votre apport, parce qu'on a réalisé que la hard power toute seule ne suffit pas. On a besoin de la soft power. Vous représentez cette soft power. Et donc, cette nouvelle partition à jouer, c'est le travail de l'UNESCO, tout d'abord, il s'insère dans le long terme. Nos actions, souvent, n'ont pas un effet immédiat. Lorsqu'on parle d'éducation, de formation, de culture, former des générations, ça prend des années, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, notre travail, essentiellement, s'insère dans le long terme. Ça, c'est important à constater, à noter. Une nouvelle partition à jouer pour la paix, oui. On a une brique à apporter à cette construction de la paix, d'autant plus que notre envergure, elle est mondiale. Nous avons 193 pays membres de l'UNESCO. On touche les 5 continents. Et donc, ça nous donne un privilège, mais aussi ça nous donne une opportunité et une responsabilité de porter notre voix, d'apporter notre contribution sur le terrain. Et c'est ça ce qui compte, l'impact qu'on peut avoir, aussi bien aux écoliers, aux étudiants pour l'éducation, mais aussi aux journalistes, aux professionnels des médias à travers nos programmes de communication, sans citer évidemment les autres secteurs clés de l'UNESCO. Votre question est très importante. Nous travaillons là-dessus, nous réfléchissons sur ce qu'on peut faire, notamment dans les zones en conflit ou les zones en post-conflit. Nous intervenons partout. Nous intervenons au Yémen, en Irak, nous intervenons en Afghanistan, en Ukraine.
Donc, j'ai cité là 5-6 zones, soit de conflits en cours, de guerre en cours, ou bien de post-conflit. C'est notre mission également. On n'est pas une organisation humanitaire, mais évidemment, on doit travailler également dans ces zones que j'ai citées de conflit et de post-conflit pour aider vers un changement positif de la réalité sur le terrain pour la société dans le sens large. Parce que lorsqu'on parle d'éducation, ça touche pratiquement chaque famille. Lorsqu'on parle de progrès scientifique, lorsqu'on parle d'apport de richesse culturelle et le b.a.-ba qui est l'information, comme un droit de l'homme fondamental, qui est un moteur et un levier vers les autres droits de l'homme. Alors, parmi ces outils de l'information, il y en est un que vous suivez peut-être un peu plus que les autres, en tous les cas dans vos prérogatives, dans votre idée, dans votre démarche. C'est un soutien aux radios dites professionnelles. Les radios, vous l'avez dit, il y a des zones de conflit là où l'UNESCO intervient. Et les radios dans ces territoires-là ont un rôle fondamental, important, de service public, de sécurité, d'information. Il faut soutenir ces radios professionnelles indépendantes. Quelle est l'idée? Ben, l'idée, c'est que les radios traditionnelles nationales, souvent, elles ont un soutien notamment financier par les autorités. Les radios indépendantes et les radios communautaires sont beaucoup plus fragiles financièrement et il faut qu'on les aide à assurer une viabilité économique pour qu'elles continuent d'exister, d'apporter leur parole, qui est des fois une parole très différenciée. Lorsqu'on parle de radio communautaire, elle vise en premier lieu des communautés bien spécifiques. Des fois, des populations marginalisées, des fois, des populations qu'on n'arrive pas à atteindre par des radios classiques, des fois aussi des minorités linguistiques. Donc, les radios communautaires ont tout à fait leur place dans le paysage audiovisuel, j'ose dire, ou radiophonique, mais aussi elles ont un rôle presque unique parce que c'est la communauté qui les possède, c'est la communauté qui les anime. Et ces programmes sont tout à fait focalisés sur des problématiques locales, communautaires. Pour vous, oui, allez-y. L'outil radio pour vous, qu'il soit indépendant ou non indépendant d'ailleurs, c'est un outil important auquel vous tenez particulièrement. L'outil radio, ce média-là. Bah, écoutez, l'outil radio, c'est commencé. La radio existe depuis plus d'un siècle. Récemment, lors d'un débat, on m'a dit, mais Monsieur Gelassi, vous venez de voter il y a un an la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Vous êtes vraiment sur le dernier cri des technologies qui est l'intelligence artificielle, mais aussi vous avez beaucoup de programmes sur la radio qui a un siècle. C'est quoi ce grand écart? Bah, ce grand écart, oui, parce que l'UNESCO est connu comme un peu le laboratoire d'idées des Nations Unies. C'est un peu l'agence, entre guillemets, intellectuelle, disons. Donc, il faut qu'on soit à l'avant-garde. L'intelligence artificielle en fait partie. Mais la radio a toute sa place malgré son âge parce que il y a des pays, notamment en Afrique subsaharienne, qui nous ont sollicité pour les aider à mettre en place des radios, surtout communautaires. Et certains nous disent, ces radios communautaires, pour nous, représentent un enjeu de sécurité nationale. Au départ, je pensais que c'était un peu exagéré de dire la radio communautaire est un enjeu de sécurité nationale. Mais en fait, je me suis rendu sur le terrain et je réalise l'exactitude des mots qu'ils utilisent. Parce qu'il y a une proximité. Parce que, je vais vous dire, dans certaines régions, et j'étais 3 fois en Afrique subsaharienne ces derniers mois, dans certaines contrées lointaines, il n'y a pas de diffusion de télé, il n'y a pas la radio nationale, on ne la capte pas, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas la téléphonie fixe ou mobile. C'est un désert informationnel qui est malheureusement laissé aux groupes djihadistes, que eux ont leurs moyens de communiquer, notamment par leur radio privée, et donc ils font du lavage de cerveau, ils font de la propagande et ils recrutent à travers ça. D'où la nécessité pour les autorités de mettre en place des radios communautaires pour contrer cette menace sécuritaire. D'où l'expression « les radios communautaires sont pour notre pays un enjeu de sécurité nationale ». Donc voilà pourquoi on s'engage.
Dina. Mais pas uniquement, les menaces ne viennent pas uniquement de quand on est isolé, mais quand on est ouvert aussi, Bien quand sûr. on est ouvert sur le net, les plateformes, tout ce qui nous menace et menace les jeunes et surtout Oui. l'éducation des jeunes qui passe toujours par le net. Comment vous trouvez ces plateformes ou ces menaces? Alors, je vous remercie pour cette question. Vous avez absolument raison. J'ai cité l'exemple des radios communautaires, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, il y a des radios nationales, indépendantes, et il y a aussi les réseaux sociaux et les plateformes numériques que vous venez de citer. Ce que nous constatons tous, que ces réseaux-là, malheureusement, n'aident pas à construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Je cite de nouveau le mandat constitutionnel de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus sur les plateformes? On voit un discours de haine, on voit de la mésinformation, on voit un discours de violence, d'extrémisme, on voit de l'harcèlement en ligne. Les statistiques sont criantes et alarmantes. Je vous en livre peut-être 2, pas plus. L'étude qu'on a faite l'année dernière montre que 73% des journalistes femmes subissent un harcèlement en ligne. 73%, dont 20% finissent par être physiquement attaqués. Parce que lorsque on parle d'harcèlement en ligne, certains disent que ces journalistes femmes ne prêtent pas attention à ce qu'on dit sur elles ou contre elles sur les plateformes. Je dis, mais attention, une journaliste femme sur 5, ça commence avec le harcèlement en ligne, ça se termine avec des attaques physiques dans le monde réel. Donc, c'est hyper grave. Et je peux vous citer une autre statistique. Dans un pays tel que la Suède, une journaliste femme sur 5 arrête sa profession, quitte le journalisme parce qu'elle n'en peut plus à cause de l'harcèlement en ligne. Une journaliste femme sur 5 dans un pays tel que la Suède. Et j'ai d'autres statistiques. C'est alarmant ce qui se passe. Donc, je reviens à votre question, Dina. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voit une courbe exponentielle de ces risques, de ces méfaits qui se passent sur les réseaux numériques. Et donc, d'où la conférence mondiale qu'organise le mois prochain l'UNESCO, à son siège à Paris, alors, on l'organise, ça fait des mois qu'on la prépare avec des consultations mondiales impliquant journalistes, société civile, les pays membres, les 193 pays membres de l'UNESCO, les sociétés technologiques qui opèrent ces plateformes et le monde académique. Donc, c'est une conférence inclusive, multipartite, qui vise à ensemble définir des principes de régulation des plateformes numériques pour s'assurer que l'information soit un bien public commun et que l'information ne devienne pas un danger ou bien un mal public. Voici l'enjeu qu'on voit et le mauvais côté de ces plateformes, qui sont malheureusement deviennent dominantes, et les jeunes en particulier, ils passent 2 à 3 heures par jour. Un pays comme, dernière statistique, un pays comme le Brésil, dont la population dépasse 200 millions d'habitants, pour 78% des Brésiliens, leur première source d'information est WhatsApp. Vous imaginez ce que cela veut dire? Bien sûr. C'est dangereux parce qu'on ne sait pas quelle est l'information que véhicule telle ou telle plateforme. Est-ce une information vérifiée? Est-ce une information de qualité? Est-ce que, Taoufik Jelassi, on peut dire, alors, même si dans certains pays, on est encore malheureusement dedans, la pandémie, qu'après la pandémie, que depuis cette pandémie, les regards ont changé, aussi bien les choses ont évolué, se sont accélérées dans un mauvais sens ou dans un bon sens. On peut penser à la culture et à l'éducation, où peut-être des regards nouveaux ont été portés. On peut penser à l'information, où effectivement on a vu les gens consommer différemment, et puis d'autres utiliser les plateformes pour abreuver. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pensez que l'après-pandémie, c'est quelque chose la pandémie, c'est quelque chose qui a considérablement changé les choses dans le monde? Je le pense. On a passé de longs mois cloîtrés chez nous. On est passé au télétravail. Ça a affecté peut-être le côté relationnel, social, traditionnel. On est tous derrière des écrans, qu'ils soient petits ou grands.
Et les sources d'information sont devenues de plus en plus les plateformes numériques. Certainement, à mon avis, la COVID-19 a eu un impact tel que celui que j'ai décrit. Et on est resté dans ce mode de consommation d'informations, de sources d'informations, d'utilisation d'informations et de partage d'informations. Lorsqu'on disait que un jeune passe 2 à 3 heures par jour sur ces plateformes, premièrement, non seulement qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il consomme, mais après, qu'est-ce qu'il partage, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il partage comme information. Et une bonne partie de ces jeunes deviennent eux-mêmes un relais de mes informations. Et donc, ça n'existait pas dans ces proportions avant la COVID. Je suis de votre avis, je crois qu'il y a eu cet impact. Et donc, la question, quelles sont les solutions? Et là, je cite juste un programme de l'UNESCO qui est très important à mon égard, au-delà de la régulation et de la conférence du mois prochain, parce que ça, c'est le côté offre d'information. Qui nous offre l'information? Ce sont les plateformes numériques. Et donc, on doit avoir ces principes de régulation pour ne pas faire passer les discours de haine, etc., et lutter contre le harcèlement, entre autres. Mais il y a aussi le côté demande, le côté consommation. Est-ce que ces jeunes ont été préparés à discerner entre les mauvaises informations ou les fake news et entre les informations de qualité? Est-ce qu'on les a préparés à vérifier toujours la source d'une information avant d'aimer et de partager? Donc, on a mis en place tout un programme qu'on appelle éducation aux médias et à l'information, qui est ancré dans ce nouveau monde digital. Et on s'est dit, il faut que nous, on prépare, qu'on aide les jeunes à être plus conscients, à développer un esprit critique lorsqu'ils naviguent sur ces plateformes numériques. Vous l'avez dit, l'UNESCO est présent sur les territoires de guerre, notamment l'Ukraine. En termes d'information, votre organisme soutient les journalistes ukrainiens. Concrètement, d'abord, pourquoi et puis de quelle façon? Alors, nous sommes la seule organisation des Nations Unies avec un mandat clair sur la liberté d'expression, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. C'est dans notre mandat, ça c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait en Ukraine? On a commencé nos actions d'urgence à peine 5 semaines après le déclenchement de la guerre. La guerre, on le sait, a commencé le 24 février. Début avril, j'avais une équipe de mes collègues sur place en Ukraine pour dialoguer avec le syndicat des journalistes et les ONG et autres acteurs pour justement éliciter leurs besoins. Alors, ce qu'on a fait, dans un premier... Il y a eu 2 phases. La première phase, on a fourni un équipement de sécurité d'urgence pour les journalistes. Parce qu'on a constaté que des dizaines, un grand nombre de journalistes qui avant couvraient peut-être l'économie, les sports, la culture, sont devenus tout d'un coup des journalistes couvrant la guerre. Ils n'avaient pas les gilets pare-balles, ils n'avaient pas l'équipement personnel de sécurité nécessaire. Donc, on a fourni des centaines d'équipements avec l'indication presse, évidemment, sur ces vestes, sur ces gilets pare-balles, ces casques de sécurité et autres. On a des équipements et aussi on a créé 6 centres de travail sécurisés parce que certains journalistes ont vu leur bureau bombardé, endommagé et n'avaient pas un espace sécurisé pour même travailler. Donc, c'était les premières, et puis on a créé ce qu'on appelle un hotline, une ligne téléphonique dédiée, gérée par des journalistes pour donner une information fiable, une information en temps réel sur ce qui s'est passé là-bas. Dernière action qu'on a faite, c'est traduire nos manuels le journalisme en situation de conflit et de guerre. On a des manuels là-dessus, on les a traduits en ukrainien et on a justement fourni des centaines d'exemplaires aux journalistes sur place. Dans une deuxième phase, on a créé des radios communautaires pour les réfugiés, les millions de réfugiés ukrainiens dans les 5 pays limitrophes, dans les 5 pays voisins, mais aussi au sein de l'Ukraine. Et donc, voilà, là, j'ai cité peut-être une demi-douzaine d'actions d'urgence qu'on a mis en place sous notre mandat d'assurer la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Chose qu'on a faite également en Afghanistan,
pendant l'été 2021. Dina? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous ferez pour la régulation des plateformes et en fait, vous allez faire une conférence mondiale qui aura lieu le 21, le 23 février, siège de l'UNESCO, une réflexion sur les plateformes numériques. Pouvez-vous nous en parler? Oui, oui. Donc, il y a l'année dernière, j'ai rencontré les dirigeants des plateformes numériques et j'ai parlé justement de nos statistiques alarmantes. Et j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas regarder passivement cette courbe exponentielle de mésinformation, de discours de haine, d'harcèlement en ligne, etc. Et j'ai dit, mais vous êtes les sociétés technologiques qui opèrent ces plateformes. Vous avez les manettes. Il faut que vous fassiez quelque chose. Alors, ils m'ont dit, mais Monsieur Gelassi, dans le monde, il y a 194 systèmes nationaux de régulation des plateformes numériques. Comment voulez-vous qu'on les respecte toutes? On ne peut pas. Nous sommes une technologie mondialisée, c'est sûr. L'Internet ne connaît pas de frontières. Les plateformes sont mondiales, mais les régulations en place sont nationales. Et donc, ça ne marche pas. Et c'est là où on a eu l'idée, et je leur ai dit, mais écoutez, si nous, on prépare quelque chose avec votre concours et votre participation, pas vous seulement, les sociétés technologiques qui opèrent ces plateformes, mais aussi nos 193 pays membres, la société civile, les ONG, mais aussi le monde académique. Donc, d'une façon inclusive et multipartite, ensemble, on se met autour de la table, on fait des consultations pour dire c'est quoi la gouvernance du cyberespace? C'est quoi la gouvernance des plateformes numériques? Quels sont les principes fondamentaux que tout le monde doit respecter? Est-ce que vous serez partant? Est-ce que vous engagez non seulement à participer, mais aussi à mettre en œuvre les principes de régulation qui découleraient de cet effort, de ce dialogue mondial? Ils m'ont dit oui, bien sûr. Et je peux vous dire, nous sommes à 6 mois de préparation. Ils ont joué les jeux. Les opérateurs des plateformes numériques, ils réagissent aux différentes versions du texte qu'on prépare. Ils sont avec nous. Ils seront physiquement présents et prendront la parole, c'est prévu, lors de la conférence du mois prochain. Donc, notre but est celui-là, de dire, on connaît les méfaits, les risques de ces plateformes numériques. Ça va de l'attaque contre le Congrès américain il y a 2 ans, et on sait très bien comment ça a commencé par de la désinformation en ligne, ça va jusqu'à ce qui se passe dans d'autres pays au monde sans que je les cite. Et donc, on sait très bien, on a vu des cas dramatiques, il y a eu des morts. L'attaque du Congrès, il y a eu des morts. Ce n'est pas uniquement un discours de haine, c'est au-delà. Des vies humaines ont été perdues suite à ce qui s'était passé. Et donc, nous gardons l'espoir. L'UNESCO, avec sa réputation, avec son indépendance, on ne vend ni produits ni services. On n'a pas une approche biaisée, on est neutre et indépendant, mais on travaille avec toutes ces parties-là, y compris les sociétés. Ça fait des années qu'on a des projets de coopération avec eux. Et donc, on s'est dit, on va faciliter ce dialogue mondial avec toutes ces parties-là et on va assurer le secrétariat en quelque sorte. C'est nous qui vont rédiger le texte final avec ces principes de régulation. Ça sera notre contribution à un sujet planétaire, un sujet géopolitique de premier ordre aujourd'hui. Peut-on s'assurer que l'information soit un bien public commun sur les réseaux sociaux? Et ça sera donc cela à l'issue de cette conférence mondiale de l'UNESCO, 21 et 23 février, au siège de l'UNESCO. Tawfiq Jelassi, on va vous remercier infiniment de votre participation. Au terme de cet entretien, puisque vous le savez, on fait de la radio, plus ou moins tous. Et il est un élément important de la radio qui est la musique. C'est aussi un gage d'ouverture, de paix, de partage. Alors, on va vous demander le choix musical de Tawfiq Jelassi aujourd'hui en tant qu'auditeur, on va dire, ou amoureux de la musique. Merci beaucoup pour cette belle suggestion. Écoutez, mon choix musical sera la chanson Kelmti Hora en arabe, qui veut dire ma voix est libre, chantée par la chanteuse tunisienne Amel Maflouti lors de la cérémonie tenue en 2015
d'octroyer à la Tunisie le prix Nobel de la paix 2015. J'étais ministre à l'époque, c'était 6 mois après la fin de notre mandat gouvernemental. Le peuple tunisien était émerveillé, ravi, boosté par cette reconnaissance du prix Nobel de la paix. Et Amel Masroufi a chanté « Ma voix est libre ». Et donc, voici mon choix musical. C'est tout un programme. Merci beaucoup, Taoufik Jelassi. Peut-être le mot de la fin à Franck Lidon pour conclure ce Mésé. Franck. Il est parti? Oui, Franck a eu un problème Et technique, il est donc parti? je vais clôturer pour vous. Alors, donc, Guillaume, tu veux bien nous dire 2 petits mots sur les prochains rendez-vous avec la COPEAM notamment? Alors, les prochains rendez-vous, donc, déjà, ne manquez pas l'actualité de Kantara, qui chaque semaine réunit 6 radios publiques du bassin méditerranéen autour d'un magazine sur la Méditerranée commun. Donc, vous pouvez le retrouver sur les antennes de vos radios, France Bleu RCFM, Radio Le Caire en Égypte, RTCI en Tunisie, Radio Liban 96.2 au Liban, Radio Extérieure de España, et aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de la COPEAM ou que des médias partenaires. Et rendez-vous en avril à Montpellier du 26 au 28 avril pour la 30e édition de la conférence annuelle de la COPEAM sur la thématique culture digitale et nouveaux langages audiovisuels. L'occasion de célébrer les 30 ans de la COPEAM et aussi de regarder vers le futur avec des débats, des discussions et des échanges autour de l'évolution du secteur dans les prochaines années et comment les médias peuvent rapprocher les différentes rives de la Méditerranée et favoriser le dialogue culturel. Je vous remercie. Dina, peut-être le mot de la fin pour saluer M. Taoufik Jelassi. Merci, Monsieur Jelassi. Merci, Guillaume, pour cette présentation des activités de la COPEAM. Et c'était très enrichissant. Merci, Monsieur Taoufik Jelassi de l'UNESCO. Merci à vous. Merci, à bientôt, on l'espère, pour parler encore de paix et de radio et de jeunesse.